Mais l'intérieur est chaud et peut littéralement couler, s'étirer, être malaxé par l'action gravitationnelle de la planète dont elle est le satellite. La plupart des lunes régulières ont des orbites circulaires. Le phénomène de chauffage de marée se produit lorsque le satellite suit une orbite plus allongée et que la distance qui le sépare de sa planète change radicalement au cours d'une même révolution. On observe ce type d'orbite excentrique lorsque les forces gravitationnelles viennent la perturber. Quand une lune subit une orbite excentrique, c'est-à-dire une orbite qui n'est pas circulaire, tantôt elle se rapproche et tantôt elle s'éloigne de la planète. Et quand elle en est très proche, elle est comprimée et mise en pièces. Io est en résonance orbitale avec les autres satellites que sont Europe et Ganymède. Pendant que Jupiter et Io luttent pour trouver une relation synchrone, Europe et Ganymède attirent Io dans une direction opposée, tandis que Jupiter l'attire dans l'autre sens. Et elle se retrouve à la fois écartelée et comprimée. Le chauffage de marée qui s'exerce sur Io produit ces volcans prodigieux, mais a également un autre effet. Il est à l'origine du plus grand objet stationnaire visible du système solaire, un nuage gazeux massif, 500 fois plus grand que Jupiter. En 1990, le professeur Michael Mendillo et son équipe de l'université de Boston ont découvert un immense nuage gazeux qui s'étend de part et d'autre de Jupiter. Ils ont été les premiers à photographier en entier la nébuleuse, ainsi qu'à découvrir son origine et le mécanisme qui lui permet de se développer. Io n'est pas grande, donc elle n'a pas une large atmosphère. Mais ces volcans lui fournissent en permanence un matériau qui la remplace. On peut se demander pourquoi elle n'a pas une atmosphère immense, puisque tous ces volcans sont en activité depuis l'éternité. C'est parce que ce matériau s'échappe. On a récemment découvert que les laves d'Io étaient riches en sodium. Bien que celui-ci ne représente que 5% des matériaux éjectés, les télescopes terrestres le détectent facilement, car il émet une lumière jaune. Sur Terre, il est souvent utilisé pour éclairer les rues des villes du monde entier. Le sodium et les autres molécules gazeuses sont bombardés d'électrons du puissant champ magnétique de Jupiter. Les électrons et les protons ionisent certaines de ces particules. À présent sous forme de plasma, ces ions sont emportés par la magnétosphère puissante de Jupiter. Et leur vitesse augmente rapidement lorsqu'ils sont capturés par le champ magnétique de la planète. C'est comme s'ils faisaient un tour de manège cosmique. Les lignes de champ magnétique ont des pôles ici et un peu partout. L'atome de sodium est ramené avec cet électron. Maintenant, je suis dans le tore de plasma de Jupiter avec les autres ions et électrons qui ont déjà été capturés. Les ions et les électrons se combinent à nouveau. Ce qui est neutre n'est pas emprisonné par le champ magnétique et en sort à une vitesse encore plus grande. Cela suffit pour échapper à Jupiter. Et ils forment le plus grand nuage gazeux visible et permanent du système solaire. Si nous pouvions voir à l'œil nu cette nébuleuse, elle prendrait la place de 12 lunes dans le ciel nocturne. Elle est tellement immense que Mendillo et son équipe ont créé un télescope spécifique pour pouvoir l'étudier. Pour disposer d'un grand champ de vision, vous n'avez besoin que d'une petite lentille, comme d'une paire de jumelles. En 1991, le télescope était peut-être d'un type courant, mais sa caméra était très sophistiquée et même révolutionnaire pour l'époque, puisqu'il s'agissait d'un appareil numérique. Une fois que vous avez une image en binaire, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Mendillo et son équipe savaient qu'il y avait du sodium dans la nébuleuse. Il y en a aussi dans l'atmosphère de la Terre. Ils ont ainsi comparé les images numériques des atmosphères de Jupiter et de la Terre et mis au point une image de la nébuleuse. Avant, c'était très difficile. On n'avait que 2 photos, 2 feuilles de papier. Maintenant, avec ces caméras numériques, la façon dont nous pouvons produire les images a changé du tout au tout. Io, d'un point de vue esthétique et scientifique, serait une destination fascinante.
Mais son environnement hostile représente sans doute un obstacle incontournable. Même une sonde robotisée aurait des difficultés à se poser parmi les fissures éruptives du satellite. Mais il existe une autre lune en orbite autour de Jupiter qui pourrait accueillir une mission d'exploration et peut-être même abriter des formes de vie extraterrestres. Europe est un des objets les plus fascinants et les plus énigmatiques de notre système solaire. Elle ne ressemble à aucun autre endroit. Et bien sûr, on ne trouve rien de tel sur la Terre. Quand on voit les images qui ont été prises de sa surface, on observe des fissures, un terrain très modelé et même chaotique. Il y a aussi comme des icebergs dans certaines zones. Nous savons qu'Europe est une lune extraterrestre. Pourrait-elle aussi abriter des formes de vie extraterrestres? Europe orbite à 400 000 km de Jupiter, 2 fois plus loin que Io. Et elle est, comme sa cousine au volcan actif, modelée par les forces de marée. C'est Jupiter qui a le plus d'influence. Sa masse, comme un amant insistant, tire le satellite vers lui. Europe résiste avec sa propre force de gravitation, et les deux objets vivent en symbiose à des centaines de milliers de kilomètres au-dessus de la gazeuse géante. Mais il n'y a pas que Jupiter qui attire Europe. La petite Io et Ganymède, son homologue plus grande, tirent Europe dans d'autres directions. C'est le même phénomène de résonance orbitale que celui qui agit sur Io. Mais les conséquences en sont très différentes sur Europe. Il fait très froid à l'extérieur, moins 300 degrés à certains endroits, mais la Lune est chaude à l'intérieur. Et ce qu'on voit remonter à sa surface est aussi ce qui la rend si intéressante. On y trouve de l'eau. Une eau liquide venue d'un océan souterrain qui suinte et crée sur Europe une couche de glace comme une surfaceuse dame une patinoire. On pense que l'océan d'Europe n'a que 15 à 25 km de profondeur. Sur Terre, l'eau a été le berceau de la vie. Pourrait-il en être de même sur Europe ou sur d'autres lunes ? Les océans glacés des satellites sont peut-être l'habitat le plus répandu dans l'univers. Les objets tels que la Terre sont sans doute assez rares, mais les lunes glacées sont probablement légion. En février 2007, le vaisseau spatial New Horizons, en route vers Pluton et les régions éloignées du système solaire, a réussi à se rapprocher suffisamment d'Europe pour envoyer sur Terre des images stupéfiantes. Ce n'est que lorsque le Soleil se lève ou se couche derrière Europe que l'on peut voir ces immenses formes géologiques qu'on appelle des crop circles. Ils sont très grands. Si vous décidiez de traverser un de ces cercles, vous descendriez d'abord doucement pour vous retrouver à quelques 30 mètres plus bas, et ensuite vous remonteriez au niveau initial. La ressemblance entre ces crop circles et les mystérieuses figures que l'on trouve ici et là sur la Terre s'arrête lorsqu'on en vient à leur taille. En effet, sur Europe, ils mesurent entre 3000 et 4500 km de diamètre. Pourtant, ils sont trop petits et trop réguliers pour être des cratères d'impact, car les astéroïdes, comme les comètes, ont des formes et des tailles différentes. Les crop circles d'Europe se ressemblent tous d'un point de vue géologique. Sans en avoir aucune preuve, on pense que Jupiter pourrait être à l'origine de ces formes, à cause de sa masse. Il se pourrait que la glace qui recouvre Europe ne s'enfonce pas jusqu'au cœur du satellite. Comme un iceberg sphérique, elle flotterait sur un océan localisé sous sa surface. La région polaire aurait été plus ou moins modelée par Jupiter et lentement étirée vers l'équateur au fil des siècles. C'est ainsi que l'on trouve une ligne de crop circles qui s'étend de cette zone jusqu'à l'équateur. Si la croûte glaciaire d'Europe ressemble aux icebergs terrestres, la partie immergée devrait être très importante. Cette hypothèse aurait d'immenses conséquences pour les explorations futures. Cela signifie qu'il y aurait en dessous 8 à 9 fois ce volume de glace. On en arrive à des dimensions impressionnantes. La théorie de l'iceberg s'appuie sur l'hypothèse que l'océan, situé sous la surface d'Europe, peut être facilement atteint lorsqu'on tapote la fine croûte gelée.
Les données que nous obtiendrons grâce aux radars et aux rayons ultraviolets nous donneront des informations importantes avant même qu'un vaisseau spatial puisse atteindre la surface d'Europe. Les futurs explorateurs devront chercher les points chauds et les endroits où ce mystérieux océan a pu remonter à la surface et ensuite trouver le moyen d'y plonger. Ils pourraient choisir d'établir une base d'opération sur Ganymède, la plus grande lune de Jupiter. Comme Phobos pourrait être une étape dans l'exploration martienne, Ganymède pourrait l'être dans le système jupitérien. Elle est plus grande que Mercure et sa force de gravitation est plus proche de celle de la Terre que de celle des satellites de Jupiter. Bien qu'elle soit en résonance orbitale avec Io et Europe, elle est assez éloignée de Jupiter pour être moins affectée par les forces de marée de la géante gazeuse. Sur Ganymède, on pourrait se poser dans un grand cratère et construire une base protégée par une coupole à l'abri des particules chargées du système jupitérien. Ainsi, on sera en lieu sûr pour étudier Ganymède, son champ magnétique, l'intérieur du satellite, sa géologie, ainsi que le système jupitérien dans son ensemble. Ganymède est la seule lune du système solaire qui ait son propre champ magnétique. Pour cela, elle doit nécessairement avoir une masse suffisante et un noyau intérieur chaud. Sa masse est évidente, mais la source de cette chaleur reste une énigme. Ganymède est affectée à la fois par les forces de marée de Io et d'Europe. Mais son orbite est assez circulaire pour lui éviter d'être écrasée ou étirée par Jupiter, comme ses voisines plus modestes. On pense que par le passé, un événement a pu infléchir l'orbite de Ganymède. Peut-être son caractère excentrique a-t-il été bousculé pendant un moment. Cela aurait produit une friction importante à l'intérieur et chauffé le noyau. Nous ne savons pas vraiment. Mais le récent passage de New Horizons au-dessus du système jupitérien nous a donné un aperçu des merveilles qui nous attendent lorsque nous approcherons des lunes de Jupiter. Les spécialistes pensent déjà au jour où une sonde robotisée se posera sur l'une d'entre elles et commencera à élucider les secrets de ces mondes énigmatiques. Une lune glacée tourne aussi autour d'une autre géante gazeuse, Saturne. Elle est trop petite pour avoir sa propre atmosphère, mais cela ne l'empêche pas de perturber celle de sa planète. Enceladus, malgré sa petite taille, porte le nom d'un titan de la mythologie grecque. Comme Io et Europe, elle a une orbite excentrique. Les forces de marée de Saturne pressent et malaxent cette petite lune et produisent de la chaleur en son centre. Mais contrairement à Io, elle ne rejette pas le matériau en fusion en un grand nuage gazeux. L'eau ne remonte pas à la surface comme elle le fait sur Europe. Non, Enceladus crache des panaches d'eau glacée dans l'atmosphère de Saturne. Nous n'appelons pas cela un volcan. La vapeur d'eau reste en orbite autour de cette toute petite lune, où, comme elle est proche de Saturne, la force de gravitation peut l'attirer vers la planète. Après avoir travaillé sur le Torrey d'Io, Michael Mendillo et son équipe de l'Université de Boston se sont intéressés à l'influence d'Enceladus sur l'atmosphère de Saturne. Il s'avère que l'eau est un catalyseur qui permet de recombiner à merveille les ions et les électrons. Avant la sonde Cassini, les scientifiques créaient sur leurs ordinateurs des modèles pour déterminer les conditions atmosphériques qui règnent autour de Saturne. Ils avaient établi que la planète devait posséder une ionosphère importante. Mais étonnamment, les données rapportées par Cassini ont indiqué que l'ionosphère de Saturne ne représentait que 10% de ce que prévoyait l'ordinateur. Il semble que l'eau glacée éjectée d'Enceladus neutralise les particules chargées de l'ionosphère de Saturne. Attention, décollage. C'est presque par accident que les scientifiques ont appris l'influence de l'eau sur l'atmosphère de la planète. En 1973, quand la NASA a mis en route son programme Skylab, elle a lancé sa dernière fusée Saturne V, celle qui avait permis d'aller sur la Lune. Jamais un vaisseau spatial n'avait réussi à rester en pleine combustion jusque dans la ionosphère. La gigantesque fusée a largué, à partir d'un de ses moteurs, 1 tonne de vapeur d'eau par seconde. Et ce jour-là, la ionosphère a failli disparaître.
La manœuvre a creusé un trou béant dans l'ionosphère, la couche supérieure de l'atmosphère. Mais 24 heures plus tard, le dommage était réparé.